Sénégal. On vous dresse aussi le portrait du meilleur élève dans cette édition. 52 milliards de la Banque mondiale et 32 milliards de l'AFD pour financer des projets dans l'agriculture, la formation, l'énergie et autres secteurs prioritaires. Des conventions viennent d'être signées dans ce sens avec le ministère de l'économie et des finances. Pour l'émergence des PME, la sous-traitance représente une opportunité à saisir. Une enquête de 2012 révèle d'ailleurs que le secteur a généré 322 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'idée est de permettre à un maximum d'entreprises sénégalaises de tirer profit de la sous-traitance. C'est l'objet de la rubrique économie de ce jeudi. S'il y a un point que les leaders politiques ne négligent pas en cette période de campagne, c'est bien la sécurité. C'est pourquoi ils font appel à des gardes du corps. L'activité est florissante pour les agences privées. Toutefois, ces hommes ne sont pas toujours qualifiés. C'est le regard de la rédaction sur la campagne. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, l'édition 2017 du concours général s'est tenue ce matin à Diamniadio, une fête de l'excellence qui a servi de cadre pour réfléchir sur l'avenir de l'école sénégalaise qui interpelle toute la nation. L'éducation est une cause commune qui implique un processus inclusif. Beaucoup d'efforts ont été consentis, mais le chemin à parcourir reste encore long. Des établissements comme le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, le Prytanée militaire de Saint-Louis et la maison d'éducation Mariama Ba se sont distingués parmi les meilleurs élèves du Sénégal. Le compte-rendu de Abou Bakri Khan. Fête du mérite et de l'excellence, la cérémonie de remise des prix du concours général honore les meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Une fierté pour les lauréats, leurs parents et pour tout le système éducatif sénégalais. Au-delà du rituel, un moment de réflexion sur les forces et faiblesses de l'école sénégalaise. Thème de cette édition, la place de la qualité de l'éducation dans le plan Sénégal émergent. Diamniadio préfigure aujourd'hui le Sénégal de demain. Le Sénégal que vous souhaitez dans le PSE, avec ses infrastructures qui émergent de partout et qui sont en train de transformer un terrain nu, étendu à perte de vue, en un grand chantier pour bâtir cette zone économique à laquelle fait explicitement allusion l'article 200 du PSE. Il s'agit pour cette édition, dont la marraine est Aminata Sofal, de réfléchir sur le rôle déterminant de l'éducation et de la formation dans le référentiel de notre politique de développement. Approfondir et consolider les acquis, corriger les dysfonctionnements notés et apporter des solutions aux limites et contraintes. L'objectif étant de rendre plus équitable, plus transparent et plus efficient le système éducatif. Et pour ce faire, beaucoup de ressources ont été investies entre 2012 et 2016. Près de 132 milliards de francs CFA ont été dépensés pour construire des infrastructures scolaires destinées à étendre le réseau scolaire, augmenter les capacités d'accueil des écoles existantes, améliorer l'environnement des enseignements-apprentissages, promouvoir le développement de l'enseignement des sciences et de la technologie et de l'informatique et fournir aux administrations déconcentrées de meilleures conditions. Plus de 24% de notre budget national est consacré à l'éducation, dépassant ainsi la norme de 20% que préconise l'agenda éducation 2030. C'est un choix volontariste. Dès mon accession au pouvoir, j'ai en effet demandé la mise en place urgente d'un programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, qu'on appelle le paquet, pour la période 2013-2025. D'un coût de plus de 108 milliards, le paquet est financé à plus de 80% par l'État du Sénégal. Il vise à promouvoir une école de l'équité et de l'égalité, assurant à chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales, la chance de réaliser ses rêves et ses ambitions. C'est cela aussi le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Entre 2012 et 2017, nous avons investi
plus de 154 milliards de francs CFA dans la construction d'infrastructures sociales et pédagogiques et l'acquisition de matériel didactique. Des efforts qui n'occultent pas les insuffisances sur la voie à suivre dans la quête de l'excellence. Aujourd'hui, plus que jamais, et les résultats de nos différents examens le prouvent à suffisance, notre système éducatif est interpellé, à la fois sur ses contenus, mais également sur son environnement éthique et moral. Il y a 42 ans, feu le président Léopold Sédar Senghor avait sonné l'alerte, évoquant les défaillances du système. Il disait de manière on ne peut plus claire, et je le cite, « Il est bon que l'éclat de quelques-uns ne nous aveugle pas sur la médiocrité du plus grand nombre. » Fin de citation. Plus que jamais, les propos du président poète et académicien gardent tout leur sens. Nous ne saurions esquiver le problème. Le diagnostic est ainsi fait, une thérapie proposée pour ce que le président Macky Sall considère comme étant une urgence de première nécessité et qui requiert l'engagement de tous. C'est cette conscience que le PSE attend également des acteurs du système éducatif sénégalais pour bâtir cette éducation de qualité censée assurer son succès. La vision du PSE a clairement pris en compte cette dimension de la question en intégrant toutes les actions nécessaires pour promouvoir les valeurs culturelles du travail, de la responsabilité, de la citoyenneté et de la solidarité. Je tiens, mesdames et messieurs, en même temps à la poursuite d'un dialogue ouvert, franc et productif avec les partenaires sociaux et au respect des engagements convenus pour la pacification de l'espace scolaire. Je demeure en effet convaincu qu'une école viable, stable et pacifiée reste le meilleur gage de la qualité de l'éducation. Cette année, 2725 élèves ont composé dans 28 disciplines pour 148 distinctions. Le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye arrive en tête du classement général, suivi du Prytanée militaire de Saint-Louis et de la maison d'éducation Mariamaba de Gorée. Devant parents et encadreurs, les meilleurs élèves ont été récompensés. Des prix mérités qui témoignent du sérieux, du dévouement et de l'abnégation de ces graines de l'espoir, symbole d'une jeunesse engagée pour le succès du PSE. À l'occasion de cette cérémonie, le président de la République a mis en évidence les efforts de l'État pour le système éducatif. Mais pour lui, l'école, ce n'est pas que des bâtiments et des équipements. Le chef de l'État est revenu sur les valeurs qui doivent soutenir l'école sénégalaise. Il est largement revenu sur les fuites qui ont affecté le baccalauréat cette année. Nous l'écoutons. Plus que les bâtiments et les équipements, l'essentiel est dans les valeurs qui encadrent et soutiennent l'école. Quand ces valeurs vacillent, c'est tout un monde qui s'effondre, pour reprendre la formule de Tchénan Achebe. Vous l'avez compris, je veux évoquer les fuites qui ont affecté cette année le déroulement de l'examen du baccalauréat, au point d'en faire reprendre certaines épreuves. Je le dis sans détour. Ceux qui ont facilité, organisé et bénéficié de ces fuites font honte à l'école. Ils font honte à la nation. Ils font honte à la société. L'école n'est pas un lieu où doivent s'exercer
la misère des valeurs et la déliquescence de l'éthique. Un lieu où la tentation servile de la triche et l'appât du gain facile réduirait à néant le goût de l'effort et la vertu du savoir-être. Ce que je dis ici est particulièrement valable pour les enseignants ayant participé à cette funeste entreprise. Ceux-là n'ont plus leur place dans notre système éducatif. Parce qu'un enseignant est d'abord par définition un éducateur en qui nous avons foi en lui confiant nos enfants le temps de l'école. Mais je veux faire la part des choses. Une infime minorité insignifiante, par son nombre et ses actes délictueux, ne peut en aucune manière salir tout un corps entièrement voué et dévoué à l'école. Je veux rendre hommage à tous nos enseignants de tous ordres et leur redire notre appréciation et notre confiance. Le chef de l'État Macky Sall qui se prononçait donc à l'occasion de la cérémonie de distinction des meilleurs élèves du Sénégal. Justement, Yann Davis, c'est ce nom du meilleur élève du concours général 2017, pensionnaire du Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Le jeune Yann, en classe de première en série L, a remporté le premier prix de géographie, le premier prix d'espagnol et le premier accessite d'histoire. Massamba Thian nous dresse ici son portrait. Mon Dieu, donnez-moi la gloire, donnez-moi la souffrance, donnez-moi l'esprit de sacrifice, un viatique, une philosophie. Cette prière de l'enfant de troupe est comme un mode de vie pour Yann Obanza Samy Davis. Cet élève de la classe de première en série L a remporté le premier prix de géographie, le premier prix d'espagnol et le premier accessite en histoire. Yann Davis Samy Obanza est un modèle de discipline, un modèle de sérieux, un modèle d'ardeur au travail. Né à Libreville en 2001, Yann a fréquenté l'école élémentaire Saint-Jean-de-Bosco de la même ville jusqu'en classe de CM2. Il réussit au concours d'entrée au Prytanée militaire du Gabon. Mais avec ses excellentes notes, il est sélectionné pour intégrer le Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis au Sénégal. C'était la première fois que je me séparais de mes parents déjà. Je dois avouer que j'ai beaucoup pleuré même quand même. Âgé de 17 ans, Obanza a eu son brevet de fin d'études moyennes en 2015. C'est un modèle de discipline, un modèle de courtoisie. J'insiste là-dessus, il est très poli. Et un modèle d'engagement. Il sait ce qu'il veut et il se met à fond dans ce qu'il veut. Le meilleur élève du concours général 2017 est convaincu que la paix et la sécurité restent un enjeu de premier ordre pour les pays africains. L'Afrique a les mêmes valeurs. Donc il faudrait surtout revenir sur la culture de ces valeurs-là au niveau des mentalités des personnes. Yann passe la plupart de son temps à suivre des films, des séries ou mangas, dessins animés japonais. Il est aussi accro de la lecture. Le sport ne semble pas l'attirer, même s'il ne doute point des vertus de cette activité. Yann passe ses week-ends et ses congés chez son camarade de classe, son ami inséparable Antoine Félix Bodian. À la cité Vauvert, presque à l'entrée de Saint-Louis en venant de Bango, nous allons à la rencontre de la famille d'adoption d'Obanza. Lorsqu'il est venu, on a partagé la même chambre. On était sur le même lit, c'est-à-dire je prenais le lit d'en bas et lui il était sur le lit d'en haut. Il m'a beaucoup aidé. Et grâce à lui, il faut en certaines matières. J'ai été très surpris. Mais je le remercie également car il m'a encouragé et soutenu. J'ai été la première de ma classe. S'il y a un mot que j'ai à dire à cette famille-là, vraiment, c'est merci d'abord. Merci vraiment de m'avoir accueilli et de cette chaleur, cette atmosphère chaleureuse dans laquelle ils m'ont maintenu depuis la 6e. Donc je veux d'abord les remercier pour ça. C'est mon fils, je le félicite et je lui demande de persévérer dans le travail. C'est le gage d'une réussite méritée. Une joie immense pour la famille Bodian. Pour la communauté éducative du Sénégal et du Gabon, à l'image de Yann, tous les lauréats sont une fierté pour les plus hautes autorités de voir mûrir les fruits de leur engagement pour une école de la réussite.
Voilà pour le chapitre dédié au prestigieux concours général. Et puis le président de la République a reçu en audience le ministre espagnol de l'Intérieur. Au menu de leurs échanges, les accords de coopération sur la surveillance maritime et aérienne des frontières, la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération dans ce sens, l'Espagne considérant le Sénégal comme l'un de ses partenaires privilégiés en Afrique. Voici chez le ministre de l'Intérieur espagnol à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. L'accord de coopération entre le ministère de l'Intérieur de l'Espagne et le Sénégal a été renouvelé. Il se tient depuis 2006 et il comprend toute une contribution pour la maîtrise et la surveillance, le contrôle de l'immigration irrégulière et cela tient à éviter des pertes de vie humaines. Cela tient aussi à la collaboration sur ce qui est la surveillance maritime et la surveillance aérienne avec des moyens de la Guardia Civil et de la police nationale. Nous avons aussi parlé du renforcement de la collaboration bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la cybercriminalité, de lutte contre le crime organisé et tout en particulier contre le trafic de stupéfiants. La collaboration des deux ministères est une collaboration très étroite entre amis et se développe très bien. Nous avons envisagé différentes possibilités de renforcer cette coopération et d'établir de nouvelles expériences étroites entre les forces de sécurité des deux pays. Il y a une invitation qui a été transmise au ministre de l'Intérieur pour faire partie dans la prochaine réunion du G4 qui réunit les ministres de l'Intérieur de l'Espagne, la France, le Portugal et le Maroc avec les ministres de l'Intérieur du G5 et en incluant, nous voudrions inclure le Sénégal. C'est en tout cas le Sénégal un de nos meilleurs partenaires et nous avons les meilleures des relations possibles entre partenaires. Après avoir assisté dimanche dernier à la levée du corps de Cheikh Mbeng, le chef de l'État s'est déplacé cet après-midi à la maison mortuaire. Le président Macky Sall a tenu ainsi à exprimer toute sa compassion à la mère du défunt, directeur de la CEMU, un geste hautement apprécié par la famille qui lui a adressé ses remerciements et prières au Marningo compte rendu. Après la morgue de l'hôpital Fann, le président de la République est venu jusqu'à la maison mortuaire présenter ses condoléances à Adja Salimata Seck, mère de Cheikh Seydi Ababakar Mbeng. Devant la famille éplorée, le président de la République est revenu sur l'engagement patriotique du défunt directeur de la couverture maladie universelle, lequel engagement remonte aux années de fac. Sa posture s'est aussi manifestée dans les résultats qu'il a eu à faire à la tête de l'agence pour la couverture maladie universelle. Sa vie n'a pas été donc vaine, témoigne le président de la République devant les membres de la famille. Au nom de celle-ci, c'est Abdourahmane Mbeng, frère du défunt, qui y a pris la parole pour remercier le président Macky Sall pour cette marque d'attention. Son déplacement jusqu'à la maison mortuaire, preuve des relations solides avec Cheikh Mbeng qu'il connaît d'ailleurs depuis très longtemps. La famille exprime donc toute sa reconnaissance au président Macky Sall. Elle prie également pour qu'Allah l'assiste dans sa noble mission. Les mêmes témoignages ont été repris par l'imam Cheikh Tidiane Sy Baïdam. C'est lui qui a dirigé d'ailleurs les prières pour qu'Allah accueille Cheikh Seydi Ababakar Mbeng au paradis. Nous reparlons de la visite du ministre espagnol de l'Intérieur au Sénégal. Il a eu ce matin une séance de travail avec son homologue sénégalais. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la consolidation de la coopération entre les deux pays et son élargissement à d'autres secteurs. Compte rendu, René Massiga Diouf. Entre le Sénégal et l'Espagne, les bonnes relations se traduisent par une coopération dynamique. Tous les aspects de cette coopération sont passés en revue. La migration et la sécurité en sont les domaines quasi centraux. Et c'est ce dynamisme que les deux parties magnifient. Nous magnifions le dynamisme de la coopération entre nos deux pays. Le Sénégal et l'Espagne sont liés par de solides relations d'amitié qui donnent d'excellents résultats dans les domaines de la migration et de la sécurité notamment.
Les deux ministres de l'Intérieur ont évoqué la nécessaire consolidation de cette relation et l'impérieuse nécessité de l'élargir à d'autres secteurs. Ils prônent une approche novatrice étendue à la sécurité civile et la gouvernance territoriale. Les résultats enregistrés dans le cadre de cette coopération sont positifs. Il faut juste l'améliorer, consent-il à dire, en intégrant la complexité des défis sécuritaires contemporains. Il nous semble indispensable de réadapter les stratégies et dispositifs pour la route migratoire de l'Afrique afin d'y maintenir la vigilance. Renforcer les moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la migration irrégulière et ses corollaires. Enfin, d'examiner les voies et moyens de nouvelles perspectives de coopération sécuritaire, notamment dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants. Le renforcement de ces bonnes relations est le socle du vaste chantier à explorer dans le domaine de la coopération. Une amitié manifestée ici par un échange mutuel de cadeaux et la signature de cette convention participe de cette bonne dynamique. Le Sénégal, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la prévention et la résolution des conflits. Déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que nous écoutons. Nous avons une coopération excellente entre le Sénégal et les Nations Unies. Le Sénégal est maintenant membre du Conseil de sécurité, où il est un pilier d'équilibre, un pont, beaucoup de fois dans les débats difficiles qui se passent au Conseil. Et en même temps, le Sénégal a une action et de prévention des conflits et de contribution à la solution des conflits dans le cadre régional qui est extrêmement important. Nous n'oublions pas le rôle essentiel du Sénégal dans la Gambie, dans la transition démocratique de la Gambie. Nous accompagnons avec beaucoup d'intérêt toutes les démarches faites par le gouvernement du Sénégal vis-à-vis de la solution des problèmes de la Guinée-Bissau et en même temps tout le rôle que le Sénégal a toujours joué dans le cadre du Sahel, de ses problèmes de développement, mais aussi de ses problèmes de sécurité. Je le disais en titre, la Banque mondiale et l'Agence française de développement viennent d'accorder au Sénégal des financements pour les secteurs de la formation, de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie et des TIC. Les montants tournent autour de 32 milliards de francs CFA pour l'AFD et 52 milliards pour la Banque mondiale. Compte rendu, Fatou Sakho. La Banque mondiale a signé 2 accords avec le Sénégal. 17,5 milliards de francs CFA qui constituent un financement additionnel au programme eau-assainissement et 35 milliards pour les secteurs de l'énergie et des TIC. Nous venons de signer des accords relatifs au financement additionnel du projet eau et assainissement en milieu urbain et à l'appui à la politique de développement pour les réformes structurelles multisectorielles pour un montant cumulé de 90 millions de dollars, soit environ 52 milliards de francs CFA. Ces financements épousent les orientations stratégiques de l'État à court et long terme pour régler les problèmes de l'accès à l'eau et à l'électricité. Vous me permettrez de souligner la parfaite adéquation de ces nouvelles interventions de la Banque mondiale avec nos priorités nationales déclinées dans le plan Sénégal émergent. Dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine, ce financement additionnel permettra d'augmenter les disponibilités et la qualité de l'eau à travers l'accroissement de la capacité de production d'eau par le forage et l'équipement de nouveaux puits de forage, la réhabilitation des ouvrages dans le centre urbain de Nguekho et d'améliorer la production de l'eau, la capacité de stockage et de distribution. Ce projet qui vient d'être lancé fournira un volume d'eau supplémentaire de 200 000 mètres cubes par jour, permettant ainsi de couvrir les besoins de la capitale et de la Petite Côte jusqu'à l'horizon de 2035. L'Agence française de développement, appuyée par l'Union européenne, a aussi accordé 32 milliards pour accompagner la formation numérique à distance et le développement de l'agriculture diversifiée dans le sud du pays. Ce projet ambitionne, entre autres, d'augmenter la production et la commercialisation des produits vivriers par la réhabilitation d'un périmètre irrigué d'environ 1200 hectares dans le bassin de l'Anambé, destiné à la production de riz, d'aménager environ 1600 hectares de bas-fonds irrigables sur l'ensemble du tiers sud pour la production de riz, maïs et bananes, ainsi que l'amélioration des pistes rurales sur près de 100 km.
La signature des présentes conventions porte ainsi le nombre de conventions signées avec la France à 29, pour un montant total de 743 millions d'euros, soit environ 484 milliards 400 millions de francs CFA, faisant de ce pays ami et frère l'un des premiers partenaires de l'État du Sénégal en matière de coopération au développement. Ainsi, 5 conventions d'un montant global d'environ 84 milliards de francs CFA viennent renforcer les engagements de Paris pour le PSE, déjà dépassés par les 2 partenaires. Un atelier de partage de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel s'est tenu hier à Dakar. La PIX est l'organisatrice de cette rencontre. Son objectif est donc de présenter le texte aux parties prenantes, compte rendu à Wandiaï. Le Sénégal mise sur l'amélioration de l'environnement des affaires pour augmenter les investissements directs étrangers. La loi numéro 2017-24 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel a été présentée pour une appropriation de la réforme par les parties prenantes. Ces réformes ont apporté plus de transparence dans la présentation des pièces entre les parties, mais aussi un renforcement de l'autorité des juges durant la procédure de mise en état, engendrant ainsi une diminution des délais qui passent de 740 à 550 jours. Aussi, la récente rénovation de la carte judiciaire a permis une meilleure gestion du management des juridictions. Les tribunaux de commerce sont des juridictions spécialisées pour juger les affaires commerciales. Les chambres commerciales ont été mises en place au sein des tribunaux et des cours d'appel. La justice commerciale doit jouer un rôle majeur, un rôle catalyseur. Aussi, une place importante et une attention toute particulière sont-elles accordées à la modernisation de la justice et de ses procédures. Cette loi s'inscrit dans le sillage des réformes majeures entreprises par le gouvernement du Sénégal pour la modernisation de la justice et de ses procédures dans tout le pays. En effet, la vision d'une politique nationale, d'une justice crédible, indépendante, transparente, déconcentrée et accessible à tous, avec des procédures rapides et des délais de traitement écourtés, va permettre, j'en suis sûr, à moyen terme, de lever de façon définitive les contraintes qui pèsent sur le climat des affaires de notre pays. Les locaux de Dakar ont été visités par les participants. La création des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel permet de renforcer la protection des investisseurs et de réduire les délais de traitement des affaires. Dans le monde des affaires, toujours en constat, les entreprises sénégalaises ont du mal à tirer profit de la sous-traitance. Pourtant, c'est un créneau porteur. À titre d'exemple, les PME qui ont bénéficié de mise à niveau ont pu tirer 322 milliards de chiffre d'affaires, révèle une enquête de 2012. À l'heure du PSE, la sous-traitance constitue une bonne opportunité à saisir. C'est un sujet signé Abibou Mbaye dans le cadre de la rubrique économie. Autour de chaque grande entreprise, il doit y avoir des petites et moyennes entreprises pour externaliser certains travaux. C'est cela la sous-traitance, fondée sur une relation de confiance basée sur un cahier de charges entre donneurs d'ordre et sous-traitants. La sous-traitance au Sénégal se porte bien, mais pourrait encore se porter mieux si les stratégies de sous-traitance, notamment dans le secteur minier, étaient mises en œuvre et accompagnées par les partenaires techniques et financiers et par l'État du Sénégal. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, si ce programme arrivait à être mis en place très rapidement, cet objectif de faire du Sénégal un hub minier pourrait être très rapidement atteint. Et aujourd'hui, la sous-traitance est une piste extrêmement intéressante parce qu'on veut aller vers des niveaux d'industrialisation très élevés, mais ça passe par aujourd'hui quelques grandes entreprises qui aujourd'hui tirent l'économie sénégalaise. Comment structurer autour de ces grandes entreprises-là des petites entreprises pour travailler avec eux sur la question de la sous-traitance.
La sous-traitance a un fort potentiel qui pèse sur le tissu économique national. Sur les 7288 PME qui ont été recensées, ces PME sous-traitantes génèrent un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 28,9% du chiffre d'affaires global des PME. Et ce chiffre d'affaires de 1114 milliards, globalement, les PME sous-traitantes en détiennent 322 milliards, rien que pour l'année 2012. C'était une enquête sur une population cible de 19 875 entreprises. À 700 km de Dakar, Kédougou, ici les mines offrent des niches énormes de sous-traitance que les entreprises locales n'ont ni l'expertise, ni les compétences, encore moins les capacités pour satisfaire la demande. Et du coup, ce sont 40 milliards de francs CFA qui leur échappent. Il y a des activités pour lesquelles ces entreprises minières sont obligées de sous-traiter. Et ce qu'on a constaté aujourd'hui jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a aujourd'hui une manne financière importante, 40 milliards par an, qui échappe aux entreprises sénégalaises en matière de sous-traitance. Cette manne financière, qui, comme vous le savez, est importante pour l'économie de la région, ce sont des entreprises étrangères qui captent pour l'essentiel, notamment dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la réparation, et dans le domaine aussi, surtout, des services à fournir aux entreprises minières, ne serait-ce que dans les services de restauration. Non. Donc c'est quand même aujourd'hui 20 000 poulets qui sont demandés par semaine pour nourrir les employés de ces entreprises minières. La sous-traitance met en relation des structures de tailles différentes pour un partenariat gagnant-gagnant. Son intérêt, c'est de dire, pour deux raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des commandes qu'on n'arrive pas à satisfaire dans le temps. Parfois aussi, c'est parce qu'il est beaucoup plus rentable de sous-traiter une activité que de la faire elle-même, donc au niveau de l'entreprise. Donc pour ces deux raisons, les entreprises ont tendance à externaliser et à sous-traiter certaines de leurs activités. Du côté de la petite entreprise, l'intérêt c'est, aujourd'hui, ça permet d'abord un accès au marché. Donc on n'a pas, en tant qu'avec une petite taille, avoir accès à des grandes entreprises. Mais en sous-traitant, on a accès à de grandes entreprises. Et parfois, on travaille sur de grands chantiers tels que l'autoroute à péage, notamment au niveau des chantiers navals. Donc, également, on accède à ces gros marchés-là, tout simplement du fait de la sous-traitance. Et l'avantage, c'est quoi? C'est une mise à niveau. Une mise à niveau dans le sens où on est obligé de faire de la qualité. Nous pouvons dire que la sous-traitance a de belles perspectives, mais elle a besoin d'être mieux prise en charge. Elle a besoin d'être mieux encadrée. Elle a besoin d'être mieux soutenue. Ces belles perspectives sont à l'aune de l'ambitieux programme du PSE, qui est un fort potentiel de sous-traitance. Le train express régional, tous les chantiers du PSE sont des sources de sous-traitance. Donc aujourd'hui, ces grands projets devraient servir aujourd'hui à organiser et à développer ce tissu de PME qui représente plus de 99% de notre économie locale. Donc aujourd'hui, comment développer la sous-traitance au niveau des parcs industriels, comment développer la sous-traitance au niveau de tous les chantiers du PSE, les agropoles, etc. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la mondialisation. Comment accéder aux marchés internationaux, comment arriver à exécuter de gros chantiers nous-mêmes sans faire appel à des grandes entreprises étrangères, en utilisant des leaders dans le secteur, mais également en s'appuyant sur le tissu de PME et à travers la sous-traitance pour pouvoir développer toute l'économie sénégalaise. Les chantiers du PSE sont énormes et les réaliser convenablement, c'est s'appuyer sur des entreprises sous-traitantes pour atteindre les meilleurs résultats escomptés à l'horizon 2035. Voilà pour la rubrique économie de ce jeudi consacrée donc à la sous-traitance. Dans les manifestations politiques, la sécurité des leaders est parfois assurée par des éléments qui se considèrent gardes du corps. La protection rapprochée requiert des compétences qui n'ont pas toujours. Les formateurs au métier de la sécurité privée recommandent une organisation du secteur. C'est le regard de la rédaction sur la campagne électorale en reportage de Ruki Atouba.
Il faut plus que la corpulence pour être agent de protection rapproché. Ce métier n'autorise pas l'amateurisme. On prend n'importe qui pour en faire de la garde rapprochée. Surtout les gros bras, les lutteurs et consorts, ils n'ont aucune formation là-dessus. Un programme de formation est conçu par des experts en sécurité privée, un programme composé de plusieurs modules. Toutes les techniques mes d'arts martiaux, c'est le premier module. Maintenant, après, il y a la formation. Parce qu'il y a la formation, on fait droit civique et droit pénal. Parce que souvent, il y a des gens de sécurité, ils ne savent pas. Mais le droit, mais c'est inadmissible. Avant d'intégrer les centres de formation, le candidat est soumis à des tests. Est-ce que vous avez prison? Est-ce que vous avez un papier légal? Il faut d'abord avoir un casier judiciaire vierge. Ensuite, le candidat passe un examen médical et un test psychologique pour analyser ses motivations. L'élève garde du corps doit avoir certaines qualités. Il faut être correct, discipliné, respecter les gens, c'est ça. Il faut être serein et calme. Et des aptitudes. Avoir une bonne condition physique, être aussi rompu aux arts martiaux. La maîtrise des techniques d'autodéfense, impératif pour le futur garde du corps. Ceux qu'on a l'habitude de voir ne sont pas des professionnels. Nous, anciens militaires, initiés au civisme, à la sécurité et au combat, voulons changer la donne par la formation. La protection rapprochée a ses règles que seuls les initiés peuvent apprécier. Je travaillais avant d'entamer cette formation et je me rends compte que je n'avais aucune compétence. L'absence de formation conduit aujourd'hui à des dérives. Des personnalités emploient 2 professionnels et 18 nervis, et ce sont ces nervis qui provoquent le désordre et la violence. J'ai d'ailleurs demandé à mes éléments de décliner les offres pour la présente campagne électorale. Les professionnels de la sécurité privée demandent la réorganisation d'un secteur qu'ils veulent pourvoyeur d'emploi. C'était donc le sujet consacré à la campagne électorale. Nous restons dans le cadre donc de ces élections législatives, plutôt pour vous faire lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les responsables des listes en lice pour les élections législatives du 30 juillet 2017 que la carte électorale de l'intérieur du pays compte 13 989 bureaux de vote contre 12 381 pour l'ancienne, soit une augmentation de 1608 bureaux représentant 12,99%. Cette hausse constatée du nombre de bureaux de vote résulte d'une part de l'abaissement du plafond du nombre d'électeurs par bureau de vote de 900 à 600 électeurs et d'autre part de l'augmentation sensible du nombre d'électeurs inscrits donc dans le fichier électoral. En effet, l'ancien fichier qui était de 5 517 140 est aujourd'hui à 6 214 178. Cette situation nouvelle occasionne nécessairement un besoin de sites supplémentaires pour abriter le surplus de bureaux de vote, de vote nouveaux. Or, il est noté aussi que le nombre d'édifices publics qui répondent aux normes caractéristiques d'un local adéquat pour abriter les opérations de vote avec 47 listes n'est pas partout disponible. Au moment où, dans bien des cas, le nombre théorique de bureaux a dépassé le nombre physique de bureaux. Par conséquent, pour permettre un bon déroulement des opérations de vote, il sera procédé à chaque fois que de besoin à une délocalisation fonctionnelle de bureaux ou à une édification d'infrastructures sommaires